J'attendais un de mes amis qui devait venir et de participer aussi à cette soirée avec moi pour lire un texte. Et il est malade, il me prévient. Donc nous allons commencer. Donc, merci beaucoup d'être venu. Et en préparant cette intervention, ce débat, c'est un débat, je m'interrogeais sur les motifs qui pouvaient être les vôtres pour participer ce soir à ce débat. Et je me suis dit, peut-être que c'est pour le taoïsme. Parce que le thème, c'est bien sexualité taoïste, et un livre qui a été écrit qui s'intitule Contes érotiques pour gens heureux. Donc, est-ce pour le taoïsme que vous êtes venu, qui est une sagesse qui est assez complexe, chinoise, traditionnelle, qui est à la base à la fois de la médecine et de beaucoup des méthodes chinoises traditionnelles de santé. Alors peut-être que c'était ça. Ou alors, je me suis dit, peut-être parce que le titre du livre, c'est pour gens heureux. Donc vous êtes des gens heureux, envie d'être encore plus heureux peut-être, éventuellement. Et donc, voilà une deuxième motivation. La troisième était peut-être conte érotique, peut-être l'érotisme. Ah oui, l'érotisme est sûrement également une chose dont il faut tenir compte et intégrer dans notre vie. Et la quatrième était, sans doute, parce qu'il est question de sexualité. Peut-être. Peut-être. Mais sans doute parce que c'est à propos de la sexualité taoïste qui rend les gens heureux et qui conduit aussi à l'érotisme. Donc je ne sais pas exactement pourquoi vous êtes venu. Mais comme ça. Mais c'est pas grave, vous êtes quand même là et je vous remercie d'être là. C'est une grande première pour moi que de lancer un sujet comme celui-ci avec une population que je ne connais pas. Parce que j'interviens, je donne des cours encore assez souvent de temps en temps, et il m'est arrivé de proposer le sujet, mais à des gens qui connaissent l'énergétique chinoise. Donc, puisque vous ne connaissez peut-être pas l'énergétique chinoise, je vais être obligé de vous expliquer certaines petites choses, et progressivement remplir les 4 cases que je viens de citer en introduction. Oui, il y a un plan déjà, hein. Il n'y a que ça que j'ai préparé, tout le reste, ça va être de l'improvisation. Alors, l'énergétique chinoise, bien vous connaissez quand même certains mots de l'énergétique chinoise, et ça va être le premier sujet de débat entre nous, parce qu'il y a quand même des choses à clarifier. Les mots que vous connaissez, c'est sans doute yin et yang. Vous avez tous entendu parler de ça. Et yin yang a été souvent attribué, pour des gens qui ne connaissent pas grand-chose, de dire homme et femme. Ah oui, il y a les hommes et les femmes. Et le grand reproche que l'on fait actuellement aux hommes, c'est qu'ils ne sont que yang. Alors je vais être obligé de rentrer dans la dialectique chinoise pour que vous puissiez comprendre un peu plus. La notion, c'est quoi? C'est le fait que si les hommes sont attribués comme yang et que les femmes sont de ce fait yin, aussi bien yin que yang, ce sont des notions très intéressantes et importantes. Sauf que dans l'idée chinoise, il ne peut pas y avoir de yin sans yang et de yang sans yin. Donc, un homme est d'office composé à la fois avec des attributs yang, macho, musculaire, puissant, vous connaissez bien tous ces attributs-là, oui, avec une obsession d'ailleurs. Le yang a comme obsession, professionnellement, pénétrer un marché, pénétrer un milieu, pénétrer un certain nombre de choses. Voilà les attributs yang. Et la femme a inévitablement du yang et du yin. Tout respect et toute admiration que j'ai pour la femme, on s'est rendu compte quand même déjà depuis un certain temps que vous, mesdames, au cours des différents siècles, et particulièrement le dernier et celui-ci, vous avez à la fois développé votre yin parce qu'on connaît tous les attributs et toutes les qualités et tous les grands plaisirs du yin, tendresse, enfin dans la féminité, intuition, subtilité, déduction, enfin un certain nombre de choses comme ça, mais vous avez développé le yang du yin. Et le yang du yin, c'est quoi? Eh bien, c'est quand vous êtes chef d'entreprise, quand vous décidez, quand vous êtes chef de service dans une entreprise, quand voilà, la chef de la police à Paris, le chef de la police à Paris, c'est une femme. Tous ces policiers sont sous le pouvoir yang de yin de cette femme, et il y a la SNCF aussi, et dans bien d'autres entreprises. Donc voilà ce que vous avez gagné. Vous avez gagné à développer le yang sur un mode yin, tout en restant yin de yin, bien évidemment. Et pendant ce temps-là,
les ballots que nous sommes, nous, les garçons, on s'est bien installé dans le yang de yang, a-t-on développé le yin de yang? La subtilité, la tendresse, le romantisme, pourquoi pas, la poésie, pourquoi pas, sur un mode yang, sans pour autant perdre les attributs yang fondamentaux qui sont ceux des hommes. Et là, je voudrais, vous avez vu comment j'ai réussi à placer mon affaire, je voudrais que vous puissiez me dire quel est le reproche que vous faites, vous, mesdames, aux hommes, en utilisant vos mots et n'en utilisant pas les miens. Quel est le reproche qu'on fait aux hommes? Certes, ils sont yang de yang, ça c'est depuis des millénaires. Et ça, ils sont très contents de tout ça. Nous sommes très contents de tout ça. Et a-t-on développé... Alors, comment vous êtes en train de nous souffler? On a dit que c'était un débat, donc j'attends une réponse de votre part. Quel conseil vous donnez aux hommes afin qu'ils deviennent un petit peu plus fréquentables? Alors déjà, c'est quoi les défauts? Ce qu'on reproche? Oui, le défaut c'est d'être trop yang de yang. Mais pour les encourager à changer, qu'est-ce que vous auriez tendance à proposer? Qu'ils puissent développer en lui son côté féminin. Voilà. Pardon? On peut parler tous? Oui, bien sûr, c'est un débat. Donc là, le mot féminin est arrivé. Et quand une femme demande à un homme de développer son côté féminin, on voit bien qu'à ce moment-là, ça devient très dangereux. Pourquoi? Parce que vous allez nous faire une armée d'impuissants. Un homme n'a pas envie de développer son côté féminin, il a envie de développer, et le mot nous manque, voilà pourquoi j'ai pris des mots chinois, développer son côté yin de yang au mode masculin. Vous vouliez intervenir. J'allais dire que pourrait être bien, mais ça ne fait pas une généralité, mais de moins fonctionner avec le cerveau reptilien et d'être moins dans l'agressivité, par exemple, et plus dans la réflexion, dans l'analyse, l'observation. Très bien. Vous l'invitez à développer une partie qu'il n'a pas encore développée. C'est ce que je développe. Là, du coup, c'est moi qui développe. C'est ce que je tente d'expliquer pour l'instant. C'est-à-dire développer quelque chose qu'il n'a pas encore investi ni compris qu'il pouvait le faire, sous peine, s'il le faisait, d'être attribué de femme, donc d'être dans une situation d'infériorité. Je voudrais, pour étayer ce point, suggérer tous ensemble, tout le monde n'a pas le même âge ici, donc je vais être obligé de le faire en mettant à vous de trouver, qu'est-ce qu'un homme craint le plus quand il s'engueule avec un autre homme, il lui dit « va te faire », on a tout compris. Et c'est bien cette position que l'homme craint le plus. Je parle en tant qu'homme pour essayer de vous faire comprendre que l'homme a besoin de développer un certain nombre de choses. La position avilissante de celui qui va recevoir ce dont je viens de parler sans avoir nommé le mot en question, par respect bien évidemment, sinon entre nous je ne serais pas gêné, pour bien comprendre que c'est quelque chose que l'homme ne sait pas faire parce que ça le met en fragilité. Donc s'il vous plaît, mesdames, ne dites plus jamais à vos compagnons de développer leur côté féminin. Encouragez-le à en effet dire ses émotions, oui, une autre intervention. Question. Est-ce que l'homme n'est pas dans un grand confort par rapport à la femme? Un grand confort. Confort. Moi je pense fondamentalement que l'homme est dans un inconfort. Donc merci de proposer cette chose-là. L'inconfort, c'est-à-dire que de par son éducation, et c'est ce qui va conduire à la sexualité. Et la sexualité taoïste va nous donner des pistes nouvelles. Je commence à vous donner une information là-dessus. Quel est le premier inconfort d'un homme quand il rencontre une femme qui devient importante pour lui dans sa vie? Le premier, c'est de lui demander sa main. C'est une situation angoissante au possible. Va-t-elle, voilà, mesdames, si vous ne le saviez pas, je vous donne des indications. En tous les cas, c'est mon point de vue. C'est-à-dire que c'est tellement un engagement important que ça le met dans une situation oui ou non. D'ailleurs, c'est oui ou non. Donc ça, c'est un premier inconfort. Et le deuxième inconfort, il est dans la suite de ça,
va-t-il être en mesure, honnêtement, à chaque rencontre intime, je vais mettre des mots élégants, d'être dans la compétence auquel on l'attend et qui n'est pas forcément toujours acquise à tout moment pour ce qui est du domaine de cet acte qui s'appelle la sexualité. Et dans d'autres situations, la nécessité de pourvoir financièrement. Et on voit bien que dans le langage, on parle bien oui, quand on associe une question qu'un homme peut poser, qu'une femme propose à son mari, as-tu les reins solides? Et vous voyez bien ce que ça veut dire. On utilise bien un terme quand on parle des bourses, de quelque chose qui n'est pas que la bourse dans laquelle on met notre argent. Et d'autres expressions de cette nature qui conduisent bien à montrer que le rapport à l'argent permet, et les Chinois associent toujours et depuis toujours, l'argent à la sexualité, d'avoir une suffisance financière par rapport au partenaire qui devient sa propre épouse. À l'heure actuelle, c'est plus aussi important. C'est tout aussi important, sauf que grâce à vos démarches et peut-être à un changement de point de vue, il y a une égalité de salaire entre hommes et femmes à tâches identiques dans une entreprise. Très bien, et je vous pose la question, ça a quoi comme conséquence? Quelle est la ville en France où il y a plus d'infidélité conjugale? D'extra-conjugalité plus exactement. La ville de Niort. Je connais bien, j'y vais régulièrement, je donne des cours. Et je connais des gens qui m'ont expliqué. Pourquoi? Non, pour pas aller faire de l'infidélité. Si vous avez dit ça, vous avez côté du sujet. C'est pas du tout ça. C'est le fait que c'est la ville où il y a toutes ces assurances, toutes ces compagnies d'assurance, qui est un pourcentage très très important de la population, et que dans ces entreprises, depuis très très longtemps, ils sont à égalité de salaire. À égalité de salaire, ça donne à vous, mesdames, et tant mieux, je m'en réjouis si c'est un plaisir pour vous, de pouvoir faire exactement la même chose que font les hommes, c'est-à-dire de proposer l'extra-conjugalité. Non pas dans l'idée promotion de canapé, mais simplement se donner toutes ces autorisations que les hommes se donnent par un pouvoir d'argent qui est, de ce fait, un pouvoir d'expression de sexualité. Donc pour répondre à ta question, Marie-France, c'est bien cette idée. Je pense que fondamentalement, un homme est dans un inconfort. Et qu'il a investi le yang de yang. Je reprends cette première notion, et je voudrais bien que vous compreniez ce premier point, comme quoi, parce qu'on va s'en servir justement pour dire que peut-on changer dans la sexualité, c'est qu'il serait beaucoup plus rassuré et qu'il serait beaucoup plus apaisé entre lui et lui, si toutefois, au lieu de se cantonner dans une attitude systématique de yang, de l'homme puissant, l'homme avec une érection irréprochable, qui doit atteindre l'ensemble du processus, mais là, et là encore vous aviez raison d'intervenir, c'est pour ça que c'est un débat, d'intervenir en disant cerveau reptilien, le cerveau préfrontal, ce cerveau-là en question, il est programmé depuis des milliers d'années, et le comportement de l'homme est un comportement, je disais tout à l'heure, un verbe d'action de pénétration, c'est l'obsession de cet homme, avec l'inquiétude ou l'inconfort. Va-t-il tenir cette chose-là suffisamment afin qu'il puisse atteindre, afin d'atteindre le summum ou l'acmé possible de l'usage de cet outil dans cette situation, c'est-à-dire l'éjaculation. Oui. Et c'est là où, tant qu'il restera yang de yang, bloqué dans cet esprit-là, craignant une fragilité dite de féminité ou d'attitudes différentes, il a trop peur de perdre cette érection et de ne pas être en mesure de satisfaire. Mais satisfaire quoi? Je ne suis pas là pour faire l'éloge de l'homme, au contraire, vous allez bien voir. Et ce que propose la méthode chinoise, c'est de faire un peu différemment. Ce n'est pas d'aller jusqu'au bout de son plaisir, mais de voir ce qu'est et ce que veut dire la rencontre et la sexualité. Voilà le premier point que je voulais développer. Donc, sur ce point-là, abordons, allez-y, faites des commentaires, des appréciations, ou un petit rajout. Ah, bien. Vous parliez de l'homme qui a peur de ne pas réussir dans les compétences sur lesquelles on l'attend. Mais est-ce qu'il n'y a pas une erreur ou une confusion sur ce qu'il imagine qu'on attend, nous les femmes? Très bien, là vous relancez le débat
et vous l'introduisez déjà sur d'autres sujets qui vont être, en effet, la grande difficulté, c'est le fait que dans la sexualité, les rythmes ne sont pas les mêmes chez un homme et chez une femme. Je ne veux pas faire part de travaux scientifiques à un certain nombre d'auteurs. Merci de m'avoir confié d'ailleurs les références. J'ai 3 ouvrages, je les ai explorés, inclus, voilà, le dernier reçu était très très intéressant aussi. Et donc de ce fait, de bien comprendre qu'en effet, un certain nombre d'auteurs, j'avais déjà quelques titres bien évidemment, mais là c'était encore plus intéressant, et en effet, la confusion, elle vient de là. C'est que les rythmes biologiques et les rythmes physiologiques sont différents chez un homme et chez une femme, vous le savez depuis longtemps. Mais ça a un grand intérêt. Pourquoi? Parce que cet écart de rythme conduit à un processus énergétique, oui, je dis physiologique ou biologique, mais là, énergétique, c'est-à-dire de mettre en mouvement dans l'ensemble du corps des 2 individus qui doivent se rencontrer, l'ensemble du processus, que je vais décrire dans quelques instants, qu'on appelle la petite boucle du circuit céleste, c'est-à-dire le système nerveux central vu dans l'optique énergétique, mettre en mouvement suffisamment l'ensemble de ces processus énergétiques afin que la finalité de la rencontre puisse être la fécondation en passant par la case orgasme. La chose est définie. Oui, j'ai juste une petite question parce que vous dites que l'homme et la femme n'ont pas du tout le même rythme sexuel basé sur la biologie. Mais qu'est-ce que vous entendez exactement par là? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tout le temps envie de la même façon, au même moment? Alors, là vous abordez dans l'ordre, merci de le faire beaucoup plus précisément que moi, en effet dans l'ordre. Ce que je voyais dans un premier temps de ce que j'ai décrit, mais prenons la case du départ, à quel moment commence-t-on une relation? Moi, j'étais dans l'idée, les rythmes biologiques font que la femme ne peut pas, madame, bon, comme on va tout dire, mesdames, le processus énergétique est moins rapide que celui d'un homme. Et ça, vous le savez aussi au moment de la rencontre. Quand un homme est prêt, à la fois, il dit « ma chérie, je t'aime » et elle lui répond « oui, je vois ». Parce que c'est la femme. Je suis tenu de faire attention. Et je vais le faire. Et donc, ce rythme-là, avant que madame ne soit prête à tout ça. Alors, vous avez raison d'attirer mon attention et de me demander de bien préciser comment se passe le début d'une relation. Une relation, c'est commencer, continuer, finir. Pré-contact. Alors, il y en avait 5 à une époque, je trouvais pré-contact, contact, plein contact. Après, il y a post-contact, mais il m'en manque un. Il y en avait 5 à une époque. Oui, parce que... Oui. Dans le pré-contact, il y a même le avant-contact. Il y a déjà une préparation. C'est-à-dire que si on mime la scène qu'il va y avoir une rencontre ce soir, c'est pas peut-être a-t-elle commencé, c'est il faudrait qu'elle ait pu commencer cette relation le matin même. C'est là où les choses se mettent en jeu, c'est-à-dire qu'on n'est pas que dans de la sexualité, on n'est pas que dans du romantisme, on est dans des processus de réveil de l'ensemble du corps dans lesquels on va trouver également sentiments, émotions, expression de toute nature. On parlait tout à l'heure des différences entre le yin-yang d'une femme et le yin-yang d'un homme. Ça peut être un peu simpliste par là, mais c'est très détaillé et très utile pour une femme, bien évidemment. Donc ça veut dire que, et je la présente sous forme de question, quel est le plus beau cadeau qu'un homme puisse faire, homme et femme d'ailleurs, qu'on puisse faire à son amoureux ou à son amoureuse, quel est le plus beau cadeau qu'on puisse faire tous les jours qui ne coûte rien du tout? Un sourire en regardant. Si le sourire est évident, c'est oui, je te vois, je te regarde, je sais qui tu es, je suis ravi d'être en relation avec toi, sentimentalement, émotionnellement, physiologiquement, simplement. C'est une des parties la plus importante du déclenchement du processus yin de yin, mais que l'homme doit aller chercher. Ça vous va, yin de yin, vous voyez où on en est là. C'est-à-dire, on ne peut envisager une rencontre qu'à partir du moment où il y a une communication.
Alors, ARC, je vais parler d'un système que j'avais étudié il y a bien longtemps dans les cours de psychologie appliquée à Paris. ARC, affinité, réalité commune et communication. Affinité, oui, si on vit ensemble, si on est en relation sentimentale ensemble, si on se voit de temps en temps, mais on se voit quand même, où on est, c'est d'abord cette affinité que l'on a l'un par rapport à l'autre. Réalité commune, c'est tout ce qu'on a tissé l'un avec l'autre pour créer ce lien, qui fait que de ce lien avec affinité, on a des réalités. S'il n'y a pas de réalité, on ne sait pas ce qu'on fait ensemble. Mais le troisième, c'est communication. Et quand il manque un de ces trois-là, dans la relation, d'office, il y aura un problème à un moment ou à un autre. Donc la communication, c'est je te vois, je te regarde. Mais combien, mesdames, c'est important pour vous le regard d'un homme qui est non pas en train de vous déshabiller du regard, mais qui vous contemple, qui vous envisage. La fameuse phrase que j'aime beaucoup, où un bar, une jeune femme élégante est là au bar, un homme la regarde avec insistance, et cette femme lui dit « Mais monsieur, arrêtez de me dévisager !» Et lui, je l'aime ces phrases. « Mais non, je ne vous dévisage pas, je vous envisage. » Voilà. Ça, c'est le début d'un lien qui fait que, non pas vous êtes l'objet d'un désir, c'est que vous avez à l'intérieur de vous la stimulation du fait que vous êtes désiré. C'est le feu qui vous marque. Vous me proposiez tout à l'heure un verre de quelque chose à boire, je pense que je... Alors, quoi? C'est comme je parle un peu. Ce que vous voulez, n'importe quoi, ce soit non, du cidre, ce que vous voulez. Donc il y a bien cette notion de regarder, d'être regardé. Attendez, vestimentairement parlant, nous avons connu, pour ceux qui ont déjà un petit peu d'expérience, que les robes qui étaient par terre sont montées à mi-mollet, puis sont arrivées sous la genou, ont grimpé en 68 au-dessus du genou, sont devenues tellement rares. Les shorts. Là, c'est encore raisonnable, parce qu'on sait qu'on n'a rien d'autre à voir que quand c'est plus. Regardez bien les blousons, regardez bien comment vous présentez la chose la plus importante en termes de sexualité. Là, je parle des neurosciences, la partie la plus importante du regard que vous nous mettez à notre disposition, c'est bien la partie la plus, oui, je pense, élégante. Hein. Mais pourquoi je dis qu'elle est élégante? C'est surtout le fait que, enfin, si vous avez soif, on va faire une petite pause, faites signe, on va vous servir comme on vous sert. Je ne voudrais pas être le seul, mais cette partie la plus élégante, qui est dans la programmation du cerveau préfrontal, les reptiliens dont on parlait tout à l'heure, le bassin, le regard d'un homme est en quelque sorte formaté, mais ça c'est les sciences, hein, c'est pas moi qui invente ça, dans le rapport taille-hanche sur un rapport 0,3. C'est mathématique. C'est ce qu'on regarde en premier. Quand on se connaît, il dit alors, qu'est-ce que tu aimes le plus chez moi? Qu'est-ce que tu as regardé en premier? L'homme dira, tes yeux, ton regard, ton sourire, ça m'a même bouleversé. Mon œil, tiens, c'est de savoir si, en effet, et vous, mesdames, de la même façon, et là, cette fois-ci, les neurosciences nous l'expliquent, entre les épaules et la taille. Ça fait partie d'une programmation. Ça veut dire que quand vous faites attention à vous habiller, vous voyez bien que vous nous faites voir ça avec des petits blousons, les tailles. Regardez les jeunes filles, là, ça y est, qu'est-ce que je suis content, le printemps arrive, ça y est, les filles sont jolies dès que le printemps revient, et ça stimule. Donc la partie la plus importante, pour revenir à cette notion du sujet que vous abordiez, c'est bien d'être regardé, d'être désiré. Hein, titre d'un livre magnifique, Femme désirée, femme désirante, si vous ne l'avez pas lu, c'est vraiment à lire. C'est-à-dire que tant qu'une femme n'est pas regardée pendant un certain temps, elle ne peut pas déclencher quelque chose qui va ensuite se conclure par une sexualité. Un chiffre, je ne vais pas vous donner beaucoup de chiffres, non, mais j'ai beaucoup feuilleté les différents livres. Quelle est la moyenne d'une relation sexuelle aux États-Unis en minutes? 2 minutes, disent-ils dans le livre que je lisais grâce à vous. C'est effroyable. Bon, la réputation de Chirac, vous connaissiez, 3 minutes, douche comprise. Bon, vous connaissiez la phrase. Bon, donc on sait que toute cette forme de rencontre n'est pas de la sexualité.
c'est simplement l'expression yang de yang d'un homme avec cette préoccupation, cette obligation, cette pulsion et toutes ces choses-là. Alors, on va faire une toute petite pause, mais je vais continuer une toute petite pause simplement pour une toute petite réflexion, parce que c'est là je ne veux pas l'oublier. La création du monde, c'est 13,7 milliards d'années. Ok. L'arrivée des êtres vivants sur une planète, vivants, végétaux, animaux, c'est 4 milliards d'années. L'arrivée de l'être humain, c'est 4 millions d'années. Et au cours de cette période-là, en l'espace de 2 millions d'années, le cerveau humain, en taille et en puissance, s'est multiplié par 3. Voilà pourquoi le cerveau préfrontal est intéressant. Qu'a-t-il développé pendant cette grande période de 2 millions d'années pour développer le cerveau? N'y aurait-il pas des traces de ce qui existait avant qu'il ne développe ce cerveau qui a permis à l'être humain de faire tout ce qu'on a à faire, regarder tout ce qu'il y a tout autour, tout ce qu'on est capable de faire, avec la grande puissance que nous avons maintenant, si nous le voulons, on appuie sur un bouton et on détruit la planète. Ça veut dire la puissance de l'homme. C'est bien des hommes qui ont inventé des choses comme ça. On le voit bien. On voit bien aussi que dans les villes, quand il y a une décision d'une construction très haute, circulaire, qui se termine par quelque chose qui va vers le ciel pour envoyer sa puissance vers le ciel, ne me dites pas que ce n'est pas un phallus et toutes les capitales du monde n'ont pas une démarche avec cette préoccupation masculine par excellence yang de yang de faire voir la puissance. Vous voyez tous ces éléments-là. C'est ça que je voudrais essayer de vous faire comprendre. C'est qu'une femme, mesdames, vous toutes, ce que vous recherchez, c'est quoi? C'est qu'on vous regarde, c'est qu'on s'intéresse à vous, qu'on vous envisage et qu'on puisse vous envisager de très bonne heure. Je dis le matin de bonne heure pour toute la journée. Alors à ce moment-là, un petit coup de téléphone, ça va ma chérie, ça va? Oui, oui, ça va, c'est pas savoir qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as mangé ce midi, ce que tu fais avec qui. Continuez dans le lien énergétique et subtil. Entendre que dans cette conversation, on est encore en lien tous les deux. Hein, et dans l'après-midi aussi. Bon, ok ma chérie, ce soir, tout à l'heure, ok. Est-ce qu'on développe cette partie-là? Ça vous fait sourire? Ben parce qu'ils le font. Ils n'ont pas tous les mêmes besoins non plus. Hein, alors c'est peut-être pas un besoin défini ou clarifié, mais c'est quelque chose qui est très très important, justement sur cet écart de rythme. C'est de ça dont je voudrais vous parler, cet écart de rythme qui fait que si ça, ce n'est pas enclenché pour une femme, d'office, il y aura un manquant. C'est pas une généralité, vous dites d'office. Alors, je vais retirer le mot d'office, puisque vous avez raison, si c'est peut-être pas d'office. Disons que là où le reproche le plus premier qu'une femme puisse faire à un homme, c'est d'aller trop vite. Est-ce qu'on peut être d'accord avec cette idée-là sans dire d'office? D'aller trop vite, ça veut dire je propose mon service et je sais comment je vais le gérer, sois prête, j'arrive. Pour parler encore élégamment. C'est ça le yang du yang. Vous voyez? Et c'est là qu'on va arriver maintenant à présenter ce qu'est la différence entre la sexualité religieuse occidentale comparativement à la sexualité taoïste, qui, elle, le taoïsme est une sagesse. Cette sexualité basée sur la sagesse qu'on appelle le taoïsme. Quand je dis une sexualité religieuse, vous voyez bien qu'il y a tout un parcours, il y a toute une histoire, où, si ce n'est pas fait suivant un protocole qui a été codifié, le missionnaire, en peu de temps, sans faire de choses particulières, etc., attendez, je parle de toutes les générations qui vous ont précédé. Certes, vous n'êtes pas de cette génération ayant subi ces choses-là, et que vous vivez maintenant, et tant mieux, mais je ne suis pas sûr que ce soit complètement encore acquis. Peut-être pour vous, mesdames, mais peut-être pas encore pour les garçons qui ont votre âge. D'ailleurs, aux États-Unis, des positions sont interdites et passibles d'être jugées et d'être emprisonnées. Donc, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi, même dans l'intimité d'un couple. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire découvrir.
on est encore, moi j'ai l'impression, entre les cavernes et les HLM, on a fait un pas. Il serait peut-être temps qu'on se réveille pour en faire un autre. Et qu'en tous les cas, si, et maintenant je vais aborder la sexualité chinoise, pour comprendre que s'il existe une sexualité chinoise basée sur le taoïsme, les premiers écrits que l'on trouve sont dans un livre qui s'appelle Hongting et Tingsowen, le livre de la médecine des Chinois, où l'empereur pose des questions à la fois à son médecin pour apprendre des choses, et à la fois à Sun Yixing, c'est-à-dire une femme spécialiste de la sexualité qui enseigne à l'empereur comment faire pour qu'il ne soit pas fatigué. Ça fait partie des textes. Je donne le titre de ce livre, c'est le Hongting et Tingsowen, c'est-à-dire le traité de médecine qui s'adresse à l'empereur, le Hongting, l'empereur jaune, dans sa forme écrite, moins 1000 avant le chrétien, mais toutes les connaissances, c'est bien avant ça, tout ça, on parle de tout ça. Est-ce que la première partie, que je voudrais relativement succincte, quoi qu'il est déjà 8 heures, pour présenter un peu un contexte et que vous compreniez un peu cette notion. On aborde la notion de la sexualité taoïste. Alors d'abord, quelques mots pour le taoïsme. C'est quoi? D'abord, c'est une sagesse. C'est une sagesse qui est au centre de l'ensemble de ces méthodes traditionnelles chinoises de santé que peuvent être le Qigong, le Tai Chi Chuan, le Bazi, le Feng Shui, enfin tout ce qui concerne la santé a comme axe de sagesse l'observation de la nature, suivre les rythmes appropriés, envisager la longévité et, en effet, en quelque sorte, non pas l'éternité, mais la longévité, en tous les cas pour eux. La longévité, ça veut dire que si un homme pratique une certaine sexualité qui le fatigue, qui l'éprouve et qui le met en difficulté du point de vue médical, c'est qu'elle n'est pas appropriée. Donc, l'ensemble des sciences autour de l'acupuncture, autour de la médecine chinoise, acupuncture, phytothérapie, enfin, les différentes facettes de la médecine chinoise, apportent quoi comme information? Comment faire pour rester en bonne santé? Alors, oui, je vous dois une toute petite explication. Je reçois au cabinet, parce que je suis acupuncteur, je reçois au cabinet des consultants qui viennent, des jeunes couples, qui voudraient bien avoir des enfants. Vous savez quel est le pourcentage de couples en âge d'avoir des enfants qui ont des difficultés pour la fécondation? 20%. Un couple sur 5. Donc je suis tenu d'expliquer. Et je reçois les couples, et je veux recevoir le garçon et les filles, enfin les deux mari et femme, ou les deux partenaires, pour expliquer un certain nombre de choses. Et comme, en effet, ça se sait qu'on peut améliorer des choses, ils reviennent, et d'autres reviennent, enfin, voilà. Et je me suis retrouvé dans la situation de dire, attends, je ne vais pas réexpliquer à chaque fois tout ça, je vais écrire quelque chose. Et le titre de ce premier livre que j'ai écrit, qui s'intitulait à l'époque, Faire l'amour pour avoir des enfants et rester en bonne santé. Ça m'a paraissé bien évident de mettre les deux titres. Au bout de 280 pages de Faire l'amour pour avoir des enfants, je vais peut-être m'arrêter là quand même, et je me suis arrêté. Et puis je me suis dit, mais j'ai oublié de leur dire l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'en effet, d'abord, il faut jouir, il faut toucher l'orgasme, et pour l'un et pour l'autre, mais envisager de rester en bonne santé toute sa vie. Et, ayant fait le premier, que je pouvais signer en tant que praticien et professionnel du sujet, je ne voyais pas en mesure d'écrire quelque chose d'autre pour expliquer l'érotisme. Et j'ai pris le subterfuge d'écrire au nom de Marie-Louise Lagade, qui raconte une partie de son histoire, et qui va raconter, c'est ce que vous allez trouver dans le livre, le développement de ce qu'on appelle le système nerveux central vu dans les lectures énergétiques chinoises. Donc, elle confie son histoire, mais en plus, elle dit, oui, mais je vous parle de mon expérience, comme vous ne connaissez pas mon amoureux, eh bien, avec son autorisation, je vais publier les poèmes que mon amoureux m'écrit et les textes qu'il m'écrit pour faire apparaître qu'en effet, un homme peut, par cette écriture différente, j'ai été obligé d'écrire différemment sous forme de poésie, sa tendresse, ses élans amoureux, sa joie de vivre, son amour. Donc, vous voyez, à travers ces deux courants, de comprendre que dans l'idée chinoise, il faut faire passer le message, des messages. Et le message que je voudrais développer maintenant, c'est donc que, vu du point de vue physiologique, alors oui, physiologique et énergétique,
le système nerveux central vu par les Chinois n'est différent d'une autre, de la version occidentale. Écoutez bien, je le décris. Le système nerveux central, il est cérébro, spinal, rénal, cellule initiale, organe génital, orifice anal, ombilical et lingual. Tous ces mots sont jolis. Avez-vous vu qu'on a fait un tour? Cérébro-spinal, c'est toute la colonne vertébrale. Rénal, sur les dessins anatomiques qu'ils nous font, ce n'est pas l'anatomie des Chinois, c'est énergétique. Il y a une relation directe entre les reins et la colonne vertébrale. Cellule initiale, à l'extrémité du coccyx, là où est la cellule du début de la vie. Quand les Japonais décident de mettre un terme à leur vie, ils passent par l'ombilic et ils vont chercher la cellule initiale. Dans le manuel, c'était marqué tourner de plaque. Comment? Tourner à droite, tac, ça coupe cet axe central interne ascendant qu'on appelle le Changmo, ça coupe cette corde et hop, on quitte l'incarnation. C'est là que ça se passe, cellule initiale. Organe génital tout à côté, orifice anal également, ombilical qui joue un rôle très important, et lingual. Donc voilà, tout ce mécanisme-là, c'est pour ça que je vous disais que tout n'était pas au même rythme. Un homme, une fois que c'est parti, hop, le voilà courageux, le voilà plein de propositions, tout son mécanisme est concentré sur une seule partie de son corps. Pour qu'il puisse y avoir une rencontre, il est indispensable que le mécanisme de l'homme, celui de la femme, c'est à vous que je m'adresse particulièrement, puisse être stimulé comme il faut, sous peine que cette rencontre ne soit qu'une saillie, fécondante ou non fécondante, mais quelque chose qui se résume à pas grand-chose d'intéressant. Vous voyez ce qui se passe. Il est nécessaire de stimuler toutes ces parties-là. Vous l'avez tous remarqué. Est-ce que c'est important que votre partenaire vous caresse la nuque? Qu'est-ce qui se passe? Ça réveille le cerveau, ça stimule déjà la colonne vertébrale, il caresse, il descend, il s'arrête sur les lombes. Est-ce que la main posée sur les lombes, c'est ce qu'elle décrit, Marie-Louise Agadec, dans son écrit sur le conte érotique pour gens heureux, de comprendre combien il y aura une action. Elle ne rentre pas dans le discours, ça c'est la suite que je suis en train d'écrire. Elle met simplement la main et elle décrit. Accepter de se dévoiler, sentir que les différentes parties du corps vont être attisées. Si ce n'est pas mis en mouvement, que se passe-t-il? Éventuellement, ben oui, vous dites rien, pas grand-chose, ou pas eu le temps de mettre en mouvement tout ça. Il y a un paragraphe que j'aime beaucoup dans cet écrit, elle raconte son histoire, Marie-Louise. Entendez bien que c'est Marie-Louise qui l'a écrit, hein? Oui. C'est le rôle de l'ombilic. Voilà quelque chose, mesdames, qu'il va falloir que vous puissiez expérimenter et avec votre amoureux, avec votre partenaire, de lui faire faire, lui faire lire, lui faire expérimenter. Pourquoi l'ombilic joue un rôle tellement important? Parce que c'est le lien qui unit, on le sait dans son histoire, mais émotionnellement, un garçon à sa maman. N'a-t-on pas reproché à certains hommes en couple de se comporter comme des petits garçons dans les bras d'une femme qui n'est autre que son épouse, et non pas sa mère? On lui reproche. Eh bien, et elle décrit précisément, je vais le faire moins bien que celle qu'il a décrit, c'est qu'en venant embrasser cet ombilic, stimuler, prendre du temps, il y a à la fois une réaction autour de l'ombilic du point de vue anatomique, qui a une action pour l'instant-là dans le petit bassin de madame, mais il y a quelque chose à la lecture psychologique, psychanalytique, peut-être même pourrait aller encore plus loin quelque part, où en fait, j'allais dire cathartique, quelque chose qui guérit. C'est-à-dire qu'au moment où enfin cet homme retrouve le ventre de sa maman tout en étant sur celui de son épouse, on va dire épouse ou partenaire, il se passe un mécanisme très très important qui est celui de revivre la tendresse, la simplicité d'un monde perdu, celui in utero de ces 9 mois où l'on était mieux que dans le Paris terrestre, c'est pour ça qu'ils ont pris ça comme symbole, d'être de la protéger, etc. Puis, au bout de quelques minutes, si toutefois il accepte, de pouvoir glisser bien gentiment sa tête vers d'autres parties du corps
parce que des lèvres, il y en a plusieurs dans le corps, et de pouvoir soudainement revivre ou vivre toute autre chose, l'avoir déjà vécu dans d'autres moments, toute autre chose, et cette fois-ci avec le partenaire, la partenaire, l'épouse, et là de devenir un homme. Et c'est un moment qui est très très important dans la sexualité. Pourquoi? Parce que c'est le moment où un garçon cesse d'être dans une demande de tendresse de maman pour passer à quelque chose, un homme avec une femme, installé réellement dans cette rencontre qui est absolument révélatrice et importante. On parle que de relations hétérosexuelles, pas du tout de relations homosexuelles. Est-ce que le processus est le même pour des relations homosexuelles? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que dans les textes taoïstes, dans les différents auteurs chinois qui publient, ne font absolument pas de différence dans l'idée où, que ce soit deux femmes, que ce soit deux hommes, on est dans la stimulation, on est dans la rencontre, on est dans le partage. L'important n'est pas simplement un pénis dans un vagin, ça se résume qu'à ça la sexualité, c'est toute la rencontre de deux êtres. Donc, on va peut-être pas faire un long paragraphe sur ce sujet-là, mais c'est, pour moi, ça rentre pas de ce qu'ils décrivent, de ce que j'ai cru comprendre. Il n'y a pas d'interrogation fondamentale, ontologique, ontologique là-dessus. Est-ce qu'on arrive progressivement sur cette notion de sexualité? Ce que je retiens, c'est que ce que je voudrais que vous puissiez retenir, c'est que si ça va trop vite, on est à côté du sujet. C'est délirant. Si l'homme ne regarde pas, si la femme ne s'offre pas à cette idée, oui, franchissons les différentes étapes et regardons-nous et approchons-nous l'un de l'autre. Ça, c'est aussi très très important. Vous voyez, ce que les femmes, et légitimement, me confient. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui incite ou si c'est eux ou c'est elles qui, mes consultants, me racontent, mais me racontent quand même pas mal de choses. Cet après-midi, une dame me disait qu'elle vient me voir, pourquoi? Parce qu'elle boit beaucoup d'alcool et qu'en fin de semaine, elle picole abondamment. Très bien, on a abordé le sujet, c'est vraiment même un excès d'alcoolisme. On a besoin de se taper la tête là-dedans, etc. Et puis cette séance-là aujourd'hui, on parle un petit peu d'autre chose, et elle évoque le fait que sa maman, elle aussi, buvait beaucoup. Pour d'autres choses, mais ça ne rentre pas dans le sujet. Je peux vous raconter, mais ça rentre pas. Et la transmission familiale, c'était qu'une jeune femme, que cette maman puisse dire à cette jeune femme, bois un petit coup avant la rencontre sexuelle avec ton mari, tu verras, ça arrange les choses. Une transmission comme ça, c'est catastrophique. C'est-à-dire que, mesdames, vous avez consenti, à une certaine époque, les femmes ont consenti abandonner l'éveil à l'érotisme et à la sexualité simplement pour assouvir la pulsion d'un homme pressé. Est-ce qu'on est d'accord sur ces choses-là? Donc, que nous propose la sexualité taoïste? Alors pourquoi taoïste? Parce que c'est cette sagesse qui est au centre de la médecine. Mais c'est cette notion, rester en bonne santé. Alors on le sait bien, celui qui va vous dire « Oh, la sexualité, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce qu'on dort bien après ?» C'est un peu dommage. Si ça dure que quelques minutes et si on dort beaucoup après, ceux qui se lèvent, qui allument une cigarette, ceux qui vont manger... c'est une consommation d'énergie. Et si on veut rester en bonne santé, il faut en effet éviter qu'il y ait une déperdition de l'énergie du corps. Alors, comment faire? Et c'est ça la difficulté. Alors c'est la difficulté, mais c'est la difficulté des hommes. Ce n'est pas un cours comment faire pour réussir. C'est simplement un débat pour expliquer que c'est dans ce sens-là qu'il faudra essayer de faire des choses. C'est-à-dire, l'homme, en effet, dans sa précipitation, écourte le plaisir de la tendresse et de l'érotisme, alors qu'au contraire, il faut le développer et permettre à la femme, et c'est ça l'objectif de la sexualité taoïste, vous avez raison, mesdames, d'être venues, quelle est la finalité? C'est que cet homme soit à votre service pour augmenter le nombre de jouissances et d'orgasmes. Dans cette présentation, le nombre d'orgasmes ne pose aucun problème et ne fatigue en aucune façon une femme.
Les fatigues de vous, mesdames, vous le savez bien, c'est mensuel et ça s'appelle des menstrues. Il y a la possibilité, en effet, d'une rencontre et d'une rencontre qui va faciliter la création, le développement de cet orgasme. Alors c'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous disais, le cerveau de l'être humain s'est développé et a été multiplié par 3, pourquoi? Parce que justement, c'est là qu'on s'est rendu compte, enfin, des scientifiques, on arrive à déduire des choses de cette nature, que l'orgasme joue un rôle très important pour la finalité, non pas l'orgasme pour l'orgasme, mais l'orgasme pour la reproduction. Donc, c'est un processus qu'il faut rechercher, entretenir et demander aux hommes de pouvoir faire le nécessaire pour ça. Et l'homme, comment va-t-il faire? Eh bien, c'est des techniques particulières pour être en mesure de retenir, de savoir faire un certain nombre de choses, ce que je suis en train d'expliquer dans la suite du conte érotique, c'est-à-dire que Marie-Louise adresse ce livre à sa copine Marie-Astrid, qui, quand elle prend le thé, elle a plutôt son petit doigt en l'air, et elle a des choses à apprendre, et dans les échanges, elle lui dit « Merci pour ton livre, mais j'ai des questions à te poser », et on aborde 9 sujets principaux pour comprendre comment on peut améliorer la relation. Et vous voyez bien que si l'homme ne fait pas un travail de découverte du yin, de yang dont on parlait tout à l'heure, qu'il ne se sente pas menacé, c'est pour ça que c'était important qu'on aborde le sujet de la menace tout à l'heure, qu'il ne se sent pas menacé si toutefois son érection n'est plus tout à fait exactement la même. Et que si toutefois, dans ces pratiques, et là il y a plein de choses à expliquer, dans ces pratiques, il y a une augmentation de l'érotisme, de la circulation de l'énergie dans la petite boucle du circuit céleste dont je parlais, tout le système nerveux central, que l'ensemble du corps se prédispose, c'est là que l'homme et la femme sont gagnants. Et gagnants à quel endroit? Là où nous sommes convaincus que la chose est engagée quand l'homme est dans le yang de yang, rencontre l'intime de l'endroit le plus intime du corps humain, féminin, à ce moment-là, il est triomphant, il exulte de joie ses lacmés, et il décroît dans une grande fatigue accablante. Et il a loupé l'endroit où chaque chose arrivée, les Chinois répètent toujours cette phrase-là, chaque chose arrivée à son extrême s'inverse en son contraire. C'est-à-dire que dans l'intime de l'intime, l'intime de l'un rencontrant l'intime de l'autre, l'intime de l'intime, la chose s'inverse. Quand l'homme ne bouge plus, le processus énergétique le plus intime d'une femme se met en mouvement. Et c'est là où on est gagnant tous les deux. Parce que le mécanisme sur le système nerveux central dont j'ai parlé tout à l'heure, l'ensemble du processus se met en route pour tous les deux. C'est-à-dire que vient chercher un homme? Non pas à assouvir son élan, comme je le critique depuis le début, mais à aller chercher l'énergie yin de la femme, dont il a besoin pour vivre. Et que demande Madame dans son expression à la recherche d'une rencontre avec un homme? Absorber, se nourrir du yang de l'homme. À ce moment-là, c'est une fusion. C'est quasiment alchimique. C'est à la portée de tout le monde à partir du moment où on fait tous ces exercices et toute cette démarche d'approchement et de rencontre. C'est là où ils nous disent la création de l'enfant-son. C'est un petit enfant, mais ce n'est pas l'enfant, la fécondation pour la grossesse. C'est pour, en effet, acquérir quelque chose que nous n'avons pas. Pourquoi? Parce que fondamentalement, l'être humain est dans une incomplétude. Quand on posait tout à l'heure la question pour dire est-ce que l'homme était dans une sécurité, moi je pense qu'il ne l'est pas. Parce que, et je ne sais pas pour vous mesdames, là je ne peux pas, j'ai des témoignages, mais bon, je ne sais pas vraiment. Mais je pense que l'être humain fondamentalement est dans une incomplétude. Les Grecs depuis très longtemps nous ont dit, sous forme symbolique, l'être humain ce sont des demi-pommes, hommes et femmes, et nous passons notre vie à aller chercher l'autre moitié de la pomme. Donc on sent bien que pour être dans une complétude, il faut pouvoir rencontrer à la fois, développer le yang et le yin qui nous appartient, pour les hommes, découvrir le yin de yang, pour les femmes, explorer et s'approprier le yang de yin, mais ensuite, pour être en mesure
de fusionner et d'être dans un partage qui est créatif de quelque chose. On gagne quoi? La longévité. Diminution des problèmes de santé, ralentissement de vieillissement, etc., etc., intellectuellement créatif, etc. L'ensemble des mécanismes sont en route, là où en Occident, on a quoi comme finalité? Parce qu'on n'a pas le même principe, l'usure. On va faire une toute petite pause pour qu'on puisse boire et qu'on puisse parler, mais je voudrais simplement juste faire une comparaison entre la Chine et l'Europe. Quand on prend un avion pour aller en Chine, la première chose surprenante, c'est qu'en arrivant, dans le vol de nuit, avant le petit déjeuner, ils rallument tout, ils nous allument les télévisions, et on va faire des exercices de Qigong dans l'avion pour se réveiller, pour commencer. Nous, en Occident, quand on sort du lit, qu'est-ce qu'on prend? Un café, une douche, parce qu'on est comme ça, la tête ailleurs que là où il faudrait être en place. Vous allez arriver dans les jardins, vous les voyez, est-ce qu'ils sont en jogging, en train de courir comme des fadas, en étant tous en transpiration? Ils sont dans les jardins, ils font des pratiques, ils sont là, ils ne bougent plus. Pendant ça, un quart d'heure, une demi-heure, ils sont dans un mouvement, ils sont là. Ils sont en train de maîtriser l'énergie. Quand ils font ça, ce qui les intéresse, c'est la longévité, pas l'usure. Nous, on a choisi des slogans. Plus haut, plus fort, plus loin, plus vite, à tout de suite. C'est pas leur truc. Les Jeux Olympiques, c'est bien ça le slogan. Et on prend quoi comme symbole? Là où eux, ce qui les intéresse, c'est la longévité. On prend l'histoire d'un mec qui a couru, alors je vous fais Coluche, c'est l'histoire d'un mec, il a couru 40 km pour dire à son roi, on a gagné la bagarre, la guerre, et toi qui meurs. Quel héros? Mais comment peut-on choisir un héros pareil? C'est le monde occidental, vous voyez bien. On est sans arrêt dans l'usure en permanence. Le monde chinois, c'est la longévité, et c'est surtout pas du tout. Pour que je ne puisse pas m'user, nous allons faire une petite pause pour ceux qui ont envie, et on reprend, et on va bavarder dans quelques instants. Et vous allez me poser vos questions à ce moment-là. À la conférence, ben oui, il y a des gens qui m'ont dit enregistrer, je voudrais l'écouter. Ah oui, et on vous dira où et comment. Ça y est, c'est parti ou pas? Oui. Oui, une question. Oui, par exemple, moi j'ai rencontré un homme qui justement ne voulait plus faire partie des hommes yang-yang. Oui. Voilà. Et du coup, ça crée un profil pas d'un homme yang-yin, mais c'est plus voilà, dans le non-attrait de tout ce qui peut être sexualité, avec les cultures en plus judéo-chrétiennes qui se mettent là-dessus, et du coup, Alors, c'est pas facile. Donc vous êtes en train de proposer, c'est quoi la conversion qui puisse permettre de sortir de cette attitude yang de yang exclusive, Oui. avec les générations précédentes au cours desquelles, et qui ont conduit à quoi? Au fait qu'un homme a toute autorisation de faire d'une femme ce qu'il veut. Vous vous souvenez qu'il y a quand même chaque jour en France une femme qui meurt des coups de la violence conjugale des hommes qui tapent sur leur conjoint. C'est quand même assez particulier. Donc on est dans la conversion, c'est-à-dire, que veut dire, en plus du yang qu'on va garder, comment un homme peut s'éveiller à toute autre chose, c'est-à-dire explorer des territoires qui jusqu'à présent lui étaient interdits. C'était pas ma question, c'est comment amener un homme à accepter d'être yang-yang? Parce qu'en fait, après, il y a une structure par rapport à les croyances, et du coup, tout a été échappé. Oui, non, mais j'entends bien ce que vous décrivez, c'est pour ça que je pense que là où est la proposition taoïste, c'est d'explorer ces deux territoires sans peur, sans inquiétude, et sans perdre l'image qu'un homme pense avoir dans les yeux d'une femme, si toutefois il devient fragile. Pour lui, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'insécurité, c'est-à-dire que la sexualité doit se manifester par une, je regardais qu'il y avait un jeu de garçon tout à l'heure, par une érection qu'on doit tenir jusqu'au bout, par être en mesure, etc. On connaît l'ensemble du processus. Mais l'homme a peur qu'en perdant ce côté yang de yang qui lui permet d'aller jusqu'au bout de cette sexualité, en le perdant, il se trouve perdant lui-même.
il explore un nouveau territoire qui le fragilise. Et c'est surtout ça qu'il faut faire comprendre, c'est qu'on ne fragilise rien du tout. Alors, on peut éventuellement dans le détail expliquer peut-être quelque chose qui fait qu'une rencontre sexuelle, qui peut durer 1 heure, 1 heure et demie, n'a rien à voir avec la copulation qui dure 3, 4, 5 minutes. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il y a des méthodes, il y a des pratiques, il y a des rythmes. Et c'est cette conversion aussi, vous voyez, d'accepter, et tant mieux, on en parlait tout à l'heure avec les amis avec qui longtemps, on était en train de discuter sur les nouvelles générations, où il y a un équilibre entre hommes et femmes dans le couple, au point qu'un homme puisse avoir un plaisir à s'occuper des jeunes enfants, changer des couches, câliner des enfants, rester seul à la maison avec ses enfants, pendant que maman va avec ses copines, parce que ce soir, c'est le soir où entre elles vont discuter, faire des soirées, etc. Ce qui est complètement légitime. Hein, faire du sport, ou s'engager dans du syndicalisme, dans un engagement à la mairie, enfin, etc., etc. On a vu plein d'exemples comme ça. Mais tant mieux, vous voyez. Mais est-ce que sortir du yang fragilise un homme au point que, pensant qu'il est fragile, il va aller du côté de l'homosexualité? Mais c'est surtout pas ça. C'était ça un peu votre interrogation? Pas complètement encore. Non. Non, on n'a pas se rencontré. Se rencontrer, c'est la chose la plus compliquée dans la sexualité. Ah oui. On n'est pas là. Non. Nous sommes dans un débat. Comment je peux dire? Je pense que il a intégré des croyances et des perceptions de lui-même qui sont, à mon sens, erronées et qui sont culturelles. Et voilà, il applique quelque chose et comme il n'adhère pas à cette image d'homme yang-yang, il a complètement changé et tout. Oui, mais puis-je me permettre de résumer en disant qu'il y a 2 façons de s'aimer bien et s'aimer mal. Oui. J'ai l'impression que là, il est en train de s'aimer mal, cet homme dont vous parlez. Vous voyez? Et qu'en même temps, il veut sortir de quelque chose qui pouvait l'handicaper ou le mettre un peu en difficulté, mais il n'a sans doute pas fait, il n'est pas nécessaire pour s'approprier correctement quelque chose qui est fondamentalement l'instinct d'un homme et d'une femme de se rencontrer. Là, comme dans ce que vous décrivez, comme s'il s'était castré de quelque chose lui-même. Oui, tout à fait. Une automutilation de cette nature, c'est quand même assez embêtant. Qu'il ne sache plus comment faire avec les femmes, ok, qu'il leur demande, je suis perdu là, alors on fait comment, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qu'on fait, on en parle, on chemine ensemble. Et dans l'exemple que vous me donnez, qui est sans doute un peu extrémiste, il gère avec difficulté le fait que dans la transmission transgénérationnelle, il y a une grosse problématique autour, et je le disais tout à l'heure, d'une sexualité religieuse, et là je vais rajouter, vous m'avez dit tout à l'heure dans votre présentation, dans votre interrogation, extrémiste, dans lesquelles le péché est présent, le mal est à n'importe quel endroit, et la moindre chose qu'on puisse faire de sexualité autre que le missionnaire, c'est de la perversion. Il faut sortir de toutes ces choses. En Chine, il y a une très jolie phrase. Madame Alice Fano, avec qui j'ai beaucoup travaillé à Paris, qui a vécu très très longtemps en Chine, quand on parlait du bien et du mal, elle me disait, bon, c'est tellement simple. En Chine, ils ont une phrase qui règle tout ça. Le mal, c'est du bien qui n'arrive pas au bon moment. Mais c'est du bien qui n'arrive pas au bon moment et pas au bon endroit. Bon, voilà, allez, hop, mettez ça dans votre regard sexuel et coquin, pourquoi pas. Mais il n'y a pas la notion du mal, il n'y a pas la notion du péché. Vous voyez? Et les religions, je dis bien les religions, parce que je pense qu'elles ont toutes à peu près les mêmes envies. La finalité, c'est manipuler un peuple et les tenir dans les mains. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Vous voyez? Donc, une sagesse en Extrême-Orient, c'est une sagesse. Combien ont-ils de sagesse? Combien? Bonne réponse. 3 sagesses. Le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme. 3 orientations différentes. Mais 3 orientations différentes, comment Catherine Desmeux, qui était venue, une sinologue, venue faire des conférences à Rennes, nous disait ça et intelligemment. Combien y a-t-il de morts en Chine pour raison de sagesse? 0.
On a combien de morts, nous, pour des raisons religieuses? Pour raisons politiques, en Chine, ils peuvent faire d'autres choses. Je suis d'accord, mais ce n'est pas le sujet. Donc on est bien dans quelque chose où une sagesse n'est pas une sagesse définitive et intégriste, puisque, toujours la même conférencière qui nous disait ça, la voilà partie faire une étude chez les taoïstes en Chine pour continuer ses études, et elle est reçue chez les taoïstes. Bon, ils vont dans un temple taoïste, et puis ils visitent d'autres choses. Et puis ils arrivent devant un temple bouddhiste, ils rentrent, puis ils allument les bougies, et puis ils font des prières, et puis 2 jours après ils vont dans un autre truc, ils se retrouvent dans un autre temple, ils rentrent dans l'autre temple, ils font des prières. En Chine, la sagesse, c'est entre soi et soi. Donc il y a des temples, mais il n'y a pas de cérémonie de telle heure à telle heure, on tombe les cloches partout pour appeler le peuple, et là on fait un rituel. Non, c'est quand vous voulez, et là où vous voulez. Je dis, mais vous me dites que vous êtes taoïste, vous êtes chez les bouddhistes, et alors, s'ils ont 3 sagesses et qu'il n'y a pas de guerre, c'est que ce sont des compléments. Alors que nous, on voit des conflits, et on fait la guerre. Il y a quand même un truc qui va pas. Donc il faut sortir, et c'est ça la difficulté aussi pour la génération actuelle. Mais c'est compliqué, parce qu'on a reçu une éducation judéo-chrétienne où l'acte sexuel était interdit, était banni, était montré du doigt. Bien sûr, bien sûr. On vient de loin, hein. Bien sûr qu'on vient de loin. Ma sœur aînée, qui n'a que 4 ans de plus que moi, à l'époque où elle était en terminale, dans une école religieuse, il y avait un prêtre qui venait faire l'aumônier, et qui leur disait à l'époque, ça fait 70 ans de ça, mesdemoiselles, nous nous posons encore la question pour savoir si les femmes ont une âme. On revient de loin, quand même. Et que tout côté... Alors voilà, autant comme dans la sexualité taoïste, et je ne sais pas si vous avez l'occasion de feuilleter des livres, j'en ai feuilleté un l'autre tout ce matin, dans ma bibliothèque, j'ai quelques livres comme ça, il y en a un qui me tape là, j'ouvre, érotisme chinois. Et je vois de jolies enluminures chinoises, vous avez toujours vu, bien sûr, vous en avez déjà vu quelques-unes, dans les livres divers, et il y a, en effet, à un moment, j'ai failli vous l'apporter pour vous montrer, en disant, mais regardez bien, la copulation d'un homme et d'une femme, d'accord, mais qu'une femme soit en train d'observer attentivement de ses yeux, de ses lèvres, de son nez, le sexe d'un homme, montre bien que c'est autorisé depuis longtemps, autant comme ici en France, quand une femme envisage de faire une chose pareille, perversion, déviation, enfin, péché, allez hop, vous voyez bien qu'on est sorti de ça. On est en train de sortir de ça, oui. Est-ce que la sexualité féminine ne fait pas peur, justement, dans cette société-là, dans notre société? Alors, oui, là, vous dites quelque chose qui est très, très important. Je pense, c'est pour ça que je parlais d'insécurité des hommes, je pense que la sexualité des femmes fait peur aux hommes. Parce qu'à partir du moment où vous décrivez, vous formulez, sans reproche, sans rien, si on est dans un vie de couple paisible, mais que vous demandez ce qu'il est nécessaire, vous êtes en train de le transformer, votre mec, là. C'est que de mec de yang, il va falloir qu'il prenne du temps, qu'il vous caresse, qu'il vous embrasse, qu'il soit en contact avec vous. Et toutes ces étapes-là sont les étapes de la conversion. C'est-à-dire qu'il envahit ce territoire yin de yang à sa façon à lui. Un homme, avec ses mains, ne caresse pas une femme comme une femme caresse un homme, bien évidemment. Vous voyez ? Et de pouvoir explorer pour accompagner une femme, et quand je dis que, et c'est le taoïsme qui présente ça, à savoir que l'objectif de la rencontre, quelle que soit la durée, c'est l'orgasme d'une femme. Et à répétition, puisque mesdames, étant donné que vous avez cette chance-là, c'est envisageable. Et que tout est envisageable. Tout. Parce que quand je parle du cerveau, du système nerveux central, cérébro-spinal, rénal, cellule initiale, j'ai aussi noté orifice anal, organe génital, on fera la distinction entre les deux. Et que si toutefois, dans l'ensemble de ce processus, il y a quelque chose qui est bloqué dans la circulation, ça voudra dire qu'on est dans une limitation. Vous voyez ce que je suis en train d'aborder, un drôle de sujet. Bon, ils nous disent une phalange et demie.
de pénétration dans ces orifices dans lesquels on n'a pas, voilà, pas se tromper, voilà. Mais ça veut bien dire que si il y a un interdit et des interdits, on n'aura jamais une complétude. Donc oui, c'est inquiétant. Une femme désirante, c'est autre chose que le désir d'un homme. Il faudra qu'il sache se tenir, retenir, plein d'autres choses qu'il y a à faire. C'est pas un cours, hein, c'est un dialogue pour l'instant et c'est une confrontation. Mais c'est pas de nous expliquer comment faire. Si, bien sûr, alors là, Laetitia me dit toujours, voilà, il y aura une autre conférence pour dire, voilà, bon d'accord, elle a même préparé des papiers en disant, tiens, si vous voulez, marquez votre nom et votre email ou votre téléphone, on vous préviendra qu'il y aura une suite. Mais c'est bien cette idée qu'il y a à apprendre un certain nombre de choses et s'autoriser. Et quand une femme s'autorise et envisage en effet en se disant, mais est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin? Ça peut en effet faire peur à un homme. Faire peur pourquoi? Serais-je à la hauteur? Aurais-je l'érection nécessaire au moment où il faudra? Attendez, mesdames, vous avez tout ce qu'il faut. Tout. Pour relancer une sexualité, une érection, et même dans les traités, ce qui est toujours très très drôle, que nous on a, comment ils disent? Oh, je ne me rappelle plus. En tous les cas, méfiez-vous de la tige, méfiez-vous de la tige molle. C'est-à-dire qu'une érection insuffisante, l'homme se présente, est absorbé par le vagin qui d'un seul coup devient le stimulateur par excellence. Quand je disais lingual, le mélange de la salive plein d'hormones stimule. Il y a plein de techniques très simples qui font que, voilà, même s'il y a une petite diminution, 10-20%, et ça repart de plus belle, et toujours maîtriser le contrôle de l'éjaculation. Moi, j'ai retenu de ce que vous avez dit tout à l'heure déjà qu'il fallait éviter les Américains, si j'ai bien compris. Déjà. Ça, c'est à vous de voir avec qui vous voulez avoir des relations sexuelles. 2 minutes. Bon. Mais en discutant un petit peu à la pause, il y a un sujet qui concerne les femmes et bon après les hommes, mais qui est celui de il faut expliquer aux hommes, il faut apprendre aux hommes, il faut ceci, il faut cela, qui fatigue sérieusement les femmes à l'avance. Vraiment. C'est un truc vraiment, voilà, c'est comme ça. Comment, alors c'est pas une demande de cours ni d'explication et tout ça, mais peut-être à venir quand même, mais comment est-ce qu'on peut motiver un homme à rentrer dans ce schéma-là, à rentrer dans une autre manière de voir les choses et à envisager les choses autrement? Qu'est-ce qu'il y gagne là comme ça? C'est quoi l'argument? Alors, c'est intéressant ce que vous dites, et dans un premier temps, mais je ne le fais plus, donc je ne vais pas le faire, de critiquer les femmes. Non. Je vais simplement me rappeler que je le faisais autrefois. De critiquer les femmes qui, en fait, ont élevé les hommes, ont éduqué les hommes, ont transmis un certain nombre de choses. Et c'est aussi les mamans qui ont dit, un garçon, ça serre les dents, ça ne pleure pas, t'as pas mal. On est aussi dans tout ça. Et que c'est aussi une transmission de, si je veux que mon fils, ô combien mon fils, beau comme tout, voilà, va conquérir le monde et les femmes, qu'il soit à la hauteur de ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire du yang de yang. D'accord. Alors, j'entends bien que l'actuellement, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une transformation de la société. Et qu'on les voit dans les jeunes couples, trentenaires par exemple, la génération Y par exemple, où là, il y a un partage. Et il y a un partage qui se fait, la responsabilité des tâches, etc., un certain nombre de choses, et en même temps, la découverte ensemble d'un certain nombre de choses. On sait aussi que quand on parle d'érotisme, il y a un autre mot qui s'appelle la pornographie, et que dans les écoles, en tous les cas, moi je me souviens quand mes enfants étaient en classe de 3e, on a inventé la tablette qui a été donnée à tous les enfants des collèges, qui servait qu'à 2 choses, télécharger de la musique et d'aller voir des films porno. C'est-à-dire que la découverte de la sexualité commence par quoi? Par de la pornographie. Donc, il y a un grand travail de formation, de parcours, enfin, il y a quand même beaucoup de choses qu'il y a à faire, et c'est tant mieux que ça puisse se faire ensemble. Peut-être que vous n'êtes pas à l'âge de cette
de cette révolution actuelle. Mais les jeunes couples sont en train d'avancer étape. Mais bien sûr que si, sans doute. Bon, alors sans doute que si. Donc, si par contre vous avez trouvé un partenaire à qui il fallait tout expliquer et que ça fatigue d'expliquer, bon. Alors, moi, je ne parle pas que de moi, je parle d'une manière Si, générale. Non, non. Non, non, c'est vraiment général. Alors, on va demander. On va demander demandons. à cet auditoire présent. Non, moi j'en ai pas eu des nombreux partenaires, on va dire, mais alors là, j'ai eu de la chance de vraiment tomber sur des hommes qui aimaient les femmes, qui faisaient plaisir aux femmes. Et j'ai fait des stages justement pour développer mon féminin sacré, enfin voilà, tout ça. Là, j'ai appris que les hommes avaient peur. Et dans le témoignage des femmes, j'ai vu qu'il y en a, oui, c'était la misère, quoi. Et moi, je ne savais pas qu'on pouvait faire l'amour comme tu dis là. À l'américaine. Yang, là. Mais moi, j'ai jamais connu ça. Je suis privilégiée, quoi. Eh bien, tant mieux, ça veut bien dire qu'il y en a sur le marché. Oui, mais madame. Peut-être avec des. Ça représente une minorité de la population et aujourd'hui, je pense que moi je partage l'avis de Laetitia et que aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment cette difficulté des femmes toujours à éveiller en fait l'homme sur est-ce qu'on pourrait expérimenter autre chose, comment on va pouvoir stimuler entre guillemets l'homme pour dire on va expérimenter d'autres choses pour que on ait un plaisir commun et que les énergies passent différemment. Comment nous, en tant que femmes, on peut réussir à apporter ça chez l'homme? Et je pense qu'on n'est pas les seuls à poser ces questions-là. D'accord. Alors, juste un tout petit mot, je suis d'accord avec cette idée-là, c'est-à-dire qu'en effet, si le travail n'a pas été fait par les mamans des garçons, ce sont les filles qui doivent, enfin les partenaires, le faire au niveau du couple. Non, c'est juste peut-être à la femme de dire ce qui lui fait plaisir, en fait. Aussi. Bien évidemment. Oui. Et je pense que le grand pouvoir, C'est pas facile. le grand pouvoir de vous, mesdames, c'est d'éveiller ce désir. Le désir d'une rencontre, le désir d'une caresse, le désir d'explorer votre corps, de prendre le temps de... Et c'est ce que j'écris justement, puisque je vous ai dit que j'étais en train d'écrire la fin, je suis en train de finir le 9e courrier, l'échange entre Marie-Louise et Marie-Astrid, et montrer combien, en effet, par des gestes, par des attitudes, son mari, puisqu'elle est mariée, elle va découvrir des choses qu'il s'autorise parce qu'elle s'est autorisée à le faire. C'est s'autoriser nous-mêmes. Voilà, l'intention précède l'action. On répète toujours ça dans les choses chinoises. L'intention précède l'action. Donc à partir du moment où vous vous libérez, sans être envahissant, ni excessif, ni intégriste, vous voyez, ni cassant non plus. Vous savez très bien que vous pouvez créer une érection comme vous le voulez, et en claquant des doigts, vous pouvez le castrer définitivement. C'est l'histoire de cet homme qui raconte comment qu'il est marié et qu'il a une maîtresse. J'aime beaucoup cette histoire-là. Et non, c'est pas ça. C'est une femme qui est mariée et qui a un amant. Et à un moment dit à son amant, c'est drôle quand même, ton sexe est plus petit que celui de mon mari, mais toi au moins tu me fais jouir. Qu'advient-il de la sexualité de cet homme? Comme vous avez, le geste est très beau, terminé pour lui. Il est en rivalité avec un autre, vous voyez, ça aussi c'est du yang, préfrontal, archaïque, qui le met dans cette situation-là. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Moi, j'ai expérimenté ça en 10 ans, justement. Et l'autre, mon partenaire... En 10 années ou en lui parlant? Ah, c'est pas en 10 ans. Oui. En parlant. Et tout de suite, lui, enfin, peut-être que j'ai pas bien parlé, hein, mais en tout cas, lui, il se disait attaqué, en fait. Voilà. Tout à fait. Alors que je ne trouvais pas cassant, mais en tout cas, il réagissait. Prenez comme tel, bien sûr. On agresse un homme en le touchant. S'il y a un endroit sur lequel il ne faut absolument pas parler, c'est de la sexualité, c'est de l'érection et c'est le sexe. C'est trop délicat pour lui. Oui, mais c'est Entre pas ça, cachés. c'était les gestes qu'il allait faire. Là, je me disais ce dont j'avais besoin. Et mais voilà, c'était... S'il n'est pas prêt, c'est un reproche. Et vous lui dites, tu n'es pas yang de yang, mais il a entendu dans son enfance qu'un homme qui sortait du yang de yang, fallait qu'il développe son côté féminin. La première fois que j'ai entendu ça chez des amis, ce garçon, comment il s'appelle? Hervé, que j'aime beaucoup. Enfin, tiens, c'est encore un autre Hervé. Mais là, c'était à Lorient. Et il me disait, elle m'emmerde. Elle me dit, développe ton côté féminin.
qu'est-ce que je peux faire pour ça? Il est podologue de formation, il est professionnel, il est enseignant dans l'école nationale, etc. Mais qu'est-ce, je dis, je sais pas, qu'est-ce que tu aimes faire? Je sais pas, moi, mon boulot, mais gentil comme tout, c'est vraiment un garçon d'une grande tendresse. Je lui dis, achète un appareil photo, va faire des photos. Tu crois que ça va la rassurer? Alors il achète un appareil photo, je vais dans la campagne, tu regardes, tu fais des photos, tu lui fais voir. Il y en a là ici. Évidemment que c'est pas ça. Non, mais ça remonte il y a plus de 40 ans, ça. Mais évidemment que c'est pas ça. Mais c'était une demande précise d'une femme qui, dans cette demande, pouvait être quelque part castrateur pour lui. Vous voyez? Attendez, mesdames, l'intention précède l'action. Est-ce que vous savez que vos pensées ont une action très très importante? Et bien sûr, je ne voudrais pas donner des exemples dans l'intimité du couple, mais la pensée de quelque chose, c'est déjà en train de lancer une affaire quand même, voyons. Donc il y a une partie où en effet il y a une initiation, mais c'est pas un cours, c'est pas. Et peut-être qu'en lisant, alors peut-être que là, mettez donc sur la table de nuit conte érotique pour Jean Heureux en lui disant ah c'est marrant ça, il y a des trucs marrants là-dedans. Ok, c'est le début d'une conversation, c'est regarder quelque chose. Vous voyez? Oui, moi, ce à quoi je pensais à chaque fois, mais c'est ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à l'éducation judéo-chrétienne, c'est le poids de la pudeur, le poids des normes, qui font qu'aujourd'hui, on se castre même. Tout à fait. On s'auto-mutile, comme tu disais, aussi bien nous les femmes que nous les hommes, d'ailleurs. C'est Alors, dans les deux cas, c'est pas, tout à fait. pas simplement nous, c'est les deux. Tout à fait. Et je reviens sur le mot pudeur que tu as formulé. Vous voyez, dans le premier chapitre de cet ouvrage, Marie-Louise décrit que ce qui l'a surpris dans un premier temps, c'est que cet homme s'intéresse à ses poils pubiens, qu'il la regarde, qu'il est admiratif. Il y a quand même un tableau célèbre qui a fait un scandale à une époque. Et puis il a un nom quand même très, très évocateur en même temps. Ce fameux tableau. Oui, ce fameux tableau. Ah ben évidemment, combien évocateur, comme on dit, la naissance du monde ou la naissance du monde, c'est quelque chose. L'origine du monde. L'origine du monde. Et que dans ce traité, elle explique qu'il regarde, il le surveille, il ne veut pas du tout qu'on le touche. Il y a la découverte du corps de l'autre, les seins, d'accord, les fesses, ok, on est bien au courant, mais là c'est l'intime de l'intime. Oser regarder, s'y intéresser, lui interdire d'y toucher et de le tailler, etc. C'est une rencontre de l'œil qui s'intéresse au corps de la femme, et c'est l'autorisation d'une femme qui dit oui, regarde-moi pour ce que je suis jusque dans mon intime. Vous voyez? Et ça commence tout de suite comme ça. On est déjà dans l'obligation de regarder l'autre et de s'intéresser à l'autre. Vous voyez? Et comme si les exemples qui ont été donnés par cette succession, c'est de bien pouvoir dire expérimentez des choses, intéressez-vous différemment. Comme si, je ne veux pas dire un parcours initiatique, mais j'ai conseillé à une consultante qui est mariée, ça va pas bien, ils vont se séparer, ça c'est évident, et professionnellement elle va souvent à Paris, et elle a rencontré quelqu'un qui est dans le sud de la France. Et on parle du livre, et ça l'intéressait, elle est aussi un peu de formation, et je lui parle du livre. Elle me dit, ok, je vais le lire. Je lui dis, écoutez, je vous en donne 2. Vous l'offrez à votre ami qui est dans le sud de la France. Mais vous le lisez en même temps. C'est-à-dire que, mettez-vous bien d'accord, on lit le premier chapitre ensemble, et on en parle. On lit le deuxième chapitre, chacun avec son livre, et on en parle. C'est pas un qui lit, et l'autre qui dit « Tiens, j'ai lu un bon livre ». C'est-à-dire, qu'est-ce que ça bouge en lisant ce paragraphe-là, et est-ce qu'on en fait, alors qu'il y a une distance, on en fait cependant une initiation de qu'est-ce qu'on comprend, qu'est-ce que ça change pour moi, comment on en parle. L'important, c'est de parler de l'élan, de l'envie, de la diversité, de ce que composent les éléments qui vont inciter à la sexualité. Donc pudeur, au-delà de la pudeur. Péché, on laisse tomber les péchés, voilà, ça va bien. Autorisation, et sans qu'il n'y ait de peur pour vous, mesdames,
d'atteindre l'orgasme. Et un second. Et s'il faut faire un certain nombre de choses pour que vous puissiez l'atteindre, alors oui. Mais la grande question, c'est pourquoi l'orgasme existe? Et est-ce que l'orgasme existe à une finalité de fécondation? La réponse est oui. Les neurosciences là-dessus, Robin Baker, entre autres, un auteur que j'adore, qui écrit un livre qui s'appelle La guerre du sexe, explique bien, justement, l'importance. Je vous explique, c'est très beau cette idée-là. Lorsque l'éjaculat arrive au terme de son territoire, c'est-à-dire dans le vagin, en quelque sorte, on va dire, la tête de l'utérus est en train de venir pomper et prendre et absorber. S'il n'y a pas d'orgasme, c'est de 0% à 50% de la masse totale du sperme présenté qui va être absorbée pour aller à la rencontre avec l'ovule. S'il y a orgasme, c'est de 50 à 90%. Et elle prend et absorbe. L'orgasme sert à ça. Donc, il y a un entraînement nécessaire, vous voyez, indispensable, dont la finalité est la reproduction. Si, en passant, ça s'appelle un orgasme et une jouissance, entraînons-nous donc un peu, pourquoi pas, hein. Et c'est quand même très intéressant. Alors, s'il y a un livre qui est passionnant sur le sujet, Robin Baker. Ouais, Robin Baker. Neurosciences qu'il explique, elle donne des exemples et telle situation, et il explique le comportement. Nous sommes pulsés par cette envie de vie et de rencontre. L'énergie de la sexualité, c'est l'énergie de la longévité. Donc mettons ça en route et vérifions qu'à travers ça, il n'y ait pas ni d'usure, ni d'altération. Vous voyez ? Moi j'ai remarqué que quand on est initiatrice ou quand on apprend à des personnes comment être, eh ben, la femme elle est peut-être perçue comme un expert et moi comme la femme avec qui on veut vivre longtemps. C'est quelqu'un qui va apprendre, mais l'homme ne l'envisage pas comme sa partenaire à long terme. Donc c'est pas évident Tout à fait. à manier ce... Voilà. Manier. Je parlais avec ma sœur qui habite en Angleterre, elle me disait to handle, je ne sais pas quoi. Le mot anglais, angel, ça veut dire simplement, la traduction. Sauf que nous, on a 3 mots. Manier, prendre en main et manipuler. Vous voyez la diversité. On a une nuance à travers une diversité. Anglais, ça veut dire manipuler. Handle with care. Oui, mais toi, tu vas dire manipuler. Ça veut dire En anglais. prendre en main ou manier. Et avec ces mots français, on a cette différence. Parce que, quelque part, là encore programmé dans le cerveau préfrontal, cette notion fondamentale qu'une femme qui a des envies sexuelles, entre nous, on va dire, c'est une salope. C'est une fille de... Voilà. Et que, autant comme un homme peut avoir beaucoup d'érection, de plaisir avec sa maîtresse, mais qu'avec sa femme, il se doit d'être dans un cadre qui est quand même un peu trop... bon. Donc, comment? Oui. Initier, ça veut dire quand même éveiller à quelque chose. Faites-le sans que ce soit un cours magistral, sans que ce soit... Et c'est ça la difficulté. C'est prendre dans ses bras, c'est dire « Ah, quand tu me prends comme ça, qu'est-ce que je suis heureuse !» Il dit « Tiens, quand je fais ça, c'est un bon point pour moi. Quand tu m'embrasses là, c'est tellement un bonheur. Ah bon, je reviens demain, c'est bon, ça c'est autorisé. » Mais sans que ce ne soit une injonction particulière. Allez, aujourd'hui, on va faire le plan B. Alors, hier, on a vu, tu te souviens, les seins, les fesses et les longs. Aujourd'hui, on a... Évidemment que non, soyez pas didactique. Oui, mais c'est encore à nous d'être ou de ne pas être. Attendez, vous avez des partenaires qui, de par leur éducation, de par l'histoire, de par leur fantasme et de par leur peur, n'ont qu'une seule envie, un seul souhait, une seule préoccupation, que mon érection puisse tenir le plus longtemps possible pour que je puisse essayer de faire quelque chose pour elle, éventuellement en cours de route, qu'elle puisse jouir. Mais si déjà j'ai réussi, waouh! Comment faire comprendre à cet homme que c'est pas le point central? Je suis là pourquoi? Pour transmettre et qu'un homme puisse dire des choses, accepter de dire des choses. Vous voyez? Bon,
il y a une transformation, il y a une mutation, il y a une révolution. C'est une révolution de passer d'une sexualité religieuse intégriste à une sexualité qui s'ouvre vers un partage, un échange. Mais je suis quand même étonnée pour avoir discuté avec des hommes, on va dire, de l'âge de entre 28 et 35 ans. Comment j'étais quand j'avais 28 et 35 ans? Je me C'était une compte, autre évidemment. époque. 28 et 35 ans d'aujourd'hui. Pardon? 28 et 35 ans d'aujourd'hui, et qui sont encore sur ces schémas un peu ancestraux de performance, de jouissance de la femme à chaque fois parce que c'est essentiel et qu'il n'y a que ça comme but et comme finalité. Une fois par contre, pas plus. Mais voilà, des schémas, même chez des hommes jeunes aujourd'hui, qui sont encore ceux qui, a priori, sont ceux d'il y a 50, 70 ans. On est bien dans une période de transition. Il y a un tuilage entre, pourrait-on dire, nouveau point de vue par rapport à un ancien. Tuilage, ça veut dire une partie. Et ça, c'est une difficulté, bien évidemment. Une petite histoire pour essayer d'agrémenter aussi tout ça, c'est 4 copains qui sortent chacun avec une fille, et parmi les 5 filles, les 4 filles en question, il y a une fille qui est moche. Donc les 3 autres disent entre eux, il faudra quand même qu'on dise à mon copain qui sort, leur copain qui sort avec une fille moche, il faut qu'on lui dise qu'elle est moche, quoi. Alors courageusement, à un moment, ils sont tous ensemble. Au moment où on lui dit ça, lui, il a un grand sourire. Et il dit, mais quand je l'embrasse dans le cou, ça sent la fraise. Voilà un homme heureux. Voilà un homme amoureux. Un homme qui n'a rien à faire de tout ça. Et il ose dire à ses copains, j'ai pas choisi une fille parce qu'elle est belle, j'ai choisi une fille parce que quand je l'embrasse dans le cou, ça sent quelque chose que je partage avec elle. Ça, c'est le début. Vous ne trouvez pas que c'est du romantisme? Ah bah ça, oui. Vous ne pensez pas que cet homme-là va être en mesure de faire de l'érotisme? Hein? Ils ne sont pas nombreux. À sentir la fraise. Des bras montants. Regardez comment se comportent les garçons. Et arrêtez de les valoriser quand ils sont supporters de foot. Ah bah non, ça non. Si c'est cela qui vous intéresse, vous voyez bien, on a gagné, on a gagné. Par procuration, il a une satisfaction. Qu'est-ce que c'est que ce bazar-là? Dis-moi, qu'est-ce qui te plaît, toi? Voilà. Maintenant, vous voyez bien comment on a structuré les valeurs, bon, un homme qui pleure en regardant un film au cinéma. Ça pose un problème ou pas à vos yeux? Bah non. Ah non, c'est beau. C'est beau. Le tout, c'est qu'il va falloir accepter ça. Et regardez bien. Je trouve que ces temps-ci, il y a un certain nombre de films signés par des femmes qui sont très très intéressants. C'est comme si je choisissais maintenant mes films en fonction de l'auteur ou de la réalisatrice. Auteur, eux, vous voyez? Et il m'arrive d'y aller tout seul, pour aller pleurer bien gentiment tout seul, copieusement, même si quand je suis accompagné, je peux partager et comprendre, et je ne dis rien. Et puis on parle ensuite, les films, ah celui-là j'ai entendu parler, oui je crois qu'il est pas mal, dis-je d'une façon innocente, j'irai bien le voir. Tu veux qu'on aille ensemble? Oui, je veux bien. Je retourne. Je retourne pour savourer. Je suis capable de faire ça. Tu repleures le deuxième coup? De la même façon. Là, j'ai revu sur mes tablettes, parce que j'ai plus la télé, donc c'est super, je sélectionne ce que je veux comme je veux. Le film avec Omar Sy, vous l'avez vu récemment? Ouais, j'ai repleuré aussi. Ah oui, trop bien. Okay. Du coup, ma fille me téléphone, me dit t'as vu, je pleure encore. Vous aussi, bien évidemment, vous ne connaissez pas ce film d'Omar Sy, à qui on confie une femme en difficulté, qui est enceinte, qui pense que c'est lui qui est le père de cet enfant. Donc lui, il est en train de vivre sa vie bien comme il faut dans le sud de la France, et il se retrouve, on lui confie un bébé, et il est le père de cet enfant. Et il va consacrer sa vie à... Enfin, tout ça va durer un certain temps. C'est beau comme tout, c'est un père qui aime son enfant, qui fait tellement de choses. Moi, je craque complètement, pour une autre raison qui m'est personnelle, mais une histoire qui est profondément d'un homme qui investit complètement sa fonction de père, amoureux de son enfant, qui l'accompagne comme il faut,
puis la mère revient, enfin, je vous raconte pas le film, mais si quand même, et veut récupérer l'enfant, et lui, mais c'est accablement combien, mais je vais pas le raconter. Spoiler, papa. Hein? Spoil pas. Faut pas se Donne pas la fin. Non, je ne donne pas la fin, il y a plein de choses que je ne donne pas. Spoiler, tu connais, papa? Spoiler. Non, spoiler. Si, je ne sais pas le prononcer, mais je sais ce que ça veut dire ce mot. Je ne le prononce pas. Bon, quelle heure est-il? 9h15. Est-ce que vous auriez encore un autre petit mot à dire ou une question à poser? Je trouve que tu n'as pas assez abordé, à mon sens, le principe justement taoïste. Alors, l'idée taoïste est que, fondamentalement, c'est la longévité. J'ai dit, mais je vais résumer, tu as raison de me demander de le faire, la longévité. Donc la longévité, ce n'est pas l'usure du corps, l'usure de l'être humain. Les Chinois répètent toujours, en premier, le premier principe, en premier, ne pas s'user. Donc, pour l'homme, l'éjaculation, c'est une usure. Donc on apprend, il y a des rythmes, il y a des périodes, et en fonction de l'âge, alors je vous donne un secret, mais je n'étais pas là pour vous donner des détails, le secret c'est multiplier son âge par 0,3. Ce qui fait que quand on a 40 ans, 4 x 3, 12, tous les 12 jours on peut éjaculer. Quand on a 50 ans, 5 x 3, 15, tous les 15 jours. Arrivé à un certain âge, c'est fini. Faites attention à ça, c'est bon. Tout comme ils nous disent, on peut éjaculer tous les 15 jours au printemps, alors ça c'est pour les plus jeunes, au printemps, en été, en hiver, alors je ne sais plus comment, non, mais par contre en hiver, pas. Pourquoi? Parce qu'on épuise encore plus l'énergie des reins. Donc je ne suis pas rentré dans le détail de la physiologie énergétique, comment ça prend, ça s'explique, du point de vue énergétique en médecine chinoise. Donc, longévité, pas d'usure. En premier, ne pas d'usure. Mais ça s'inscrit aussi, et ce sera le dernier chapitre de critique de la vie, conte érotique pour Jean Heureux, c'est cette notion qu'au final du final, la relation sexuelle, ce n'est pas un qui fait quelque chose chez l'autre, et l'autre qui tente d'obtenir quelque chose de celui qui est venu me visiter. Vous voyez la démarche, c'est pas un homme qui vient éjaculer dans le vagin d'une femme, ni une femme qui profite qu'il y ait un pénis pour essayer d'avoir une jouissance. C'était la deuxième version de la première phrase que je viens de faire. Nous sommes, et c'est pour ça que j'ai parlé d'incomplétude, nous sommes dans une quête de quelque chose où deux individus vont se rencontrer. Et cette rencontre, j'ai expliqué qu'il y a une inversion à un moment, et du partage et autre chose, où fondamentalement l'être humain, quand je dis fondamental, c'est vraiment c'est rare que j'utilise ce mot, c'est vraiment le plus profond du profond de la quête de deux individus. C'est de sentir qu'on a vécu quelque chose d'une autre dimension, et c'est ça la lecture taoïste, d'une autre dimension qui est celle, nous sommes incarnés temporairement, c'est l'illusion de croire que tout ça, ça existe, pour tenter de toucher et d'être en contact avec quelque chose qui est ce que les Chinois appellent le ciel antérieur, c'est-à-dire d'où l'on vient et où l'on retourne. Et que cette partie-là, cette rencontre-là, nous donne une profonde solidité de quiétude en disant tout va bien. Quoi qu'il arrive, quoi que je puisse vivre, c'est le meilleur des choses qui puissent m'arriver. Et qu'en quelque sorte, ce qui est l'incarnation, ce dans quoi nous sommes pour l'instant, ce n'est que temporaire. Pourquoi? Parce que c'est la plus grande des certitudes que nous ayons, c'est que cette histoire d'incarnation est interne, qui rencontre peut-être la plus grande des incertitudes, où, quand, comment, que passe-t-il? Moi, je peux être incapable de vous le dire, mais peu importe, d'avoir cette forme par cette découverte, par cette expérience, par ces acquis, que rien de grave puisse m'arriver au terme de tout ça. Vous voyez? Et on parle justement qu'une jouissance puisse être une petite mort. Eh bien, très bien, préparons-nous à ce qui est le plus essentiel dans notre histoire, c'est le terme de notre vie. Et c'est là les différences entre peut-être certains courants religieux ou intégristes avec des trucs, et une forme de sagesse dans laquelle, ok, tout va bien. Donc c'est ça qu'on recherche dans la sexualité. Donc je suis tenu de vous expliquer la différence entre un homme et une femme, ses préoccupations, ses démarches, etc.
mais merci d'avoir dit ça, et ce sera en quelque sorte la conclusion de notre entretien de ce jour, sauf si vous avez envie de... Voilà. C'est de toucher par une expérience, mais jamais tout seul. Parce que le taoïsme nous fait, bien que ce soit pas forcément très très facile, j'ai écrit des petits trucs aussi sur le taoïsme, et comment on peut mettre à votre disposition pour que vous puissiez lire ça et découvrir ça. C'est pas facile, mais c'est cette quête de la découverte pour soi partagée. À partir du moment où dans cette sexualité on traverse ça, on n'a qu'une seule idée, c'est de partager, c'est de témoigner, c'est d'accompagner, c'est d'encourager. C'est parce que on ne peut pas se le garder pour soi. Donc voilà, il y a quelques éléments taoïstes de comprendre qu'on est dans une sagesse. Et ce ne sont pas... Oui, nous on parle en Occident des philosophies. Et on a des philosophes. Alors on en a même qui passent à la télévision actuellement, hein, des beaux philosophes. Hein. Belle chemise, cheveux longs, etc. Publication, discussion sur... Mais ces philosophes-là, c'est quoi? C'est pas ça. Ce sont des philosophes. Et c'est pour ça que les taoïstes, le bouddhisme et confucianisme, en Extrême-Orient, sont considérés comme des sagesses. Faites la distinction entre les sagesses. Oui. En termes de sagesse, il y a une tolérance totale, absolue. L'autre est intéressant dans sa recherche. Qu'il fasse du bouddhisme, mais très bien. Qu'il y ait une diversité de bouddhisme, eh bien tant mieux. Mais on partage quelque chose. Confucianisme, c'est plus compliqué parce qu'il faut vraiment être chinois. C'est toute l'organisation de la vie sociale, humaine, collective, etc. Ok, c'est intéressant. Mais quand on a besoin de quelque chose, on va dans le temple bouddhiste. Quand on est dans cette quête individuelle, on peut aller dans un lieu taoïste, mettre des bougies, s'intérioriser, qu'on le fait toujours chez nous. Il y a quelque chose qui... Voilà. Mais, point. Et être Tao, ça veut dire être en chemin. Donc, en chemin, celui qui vous dira ça y est, je suis arrivé, moi je m'assois, maintenant j'ai touché la grâce, je sais. Ben, moi je dis en bonne continuation, tout va bien, je continue mon chemin, peu importe. Mais on n'est pas dans la quête, dans l'incarnation de quelque chose à atteindre. Le chemin est le plus intéressant. J'avais suggéré de lire quelque chose. Est-ce que vous acceptez que je vous lise Je voulais, mon ami Paul, mais il est malade aujourd'hui, il m'avait dit qu'il n'était pas en forme, et on voulait vous faire un duo où lui aurait lu un poème sous forme d'alexandrin et de quatrain, etc. Mais moi, je n'avais pas envie de vous lire ça. J'avais envie de vous lire une page que l'amoureux de Marie-Louise Laguellec, attends, qu'on soit bien d'accord, hein, on se met dans la situation où... Voilà. Alors, il lui a écrit une première page, un premier, mais c'est assez long, donc je ne vais pas vous le lire. Et et donc, c'était sur, vous le trouverez, le bonheur est sur le chemin. Et elle dit, comment vous répondre? C'est si beau, c'est si bon, c'est si doux. Et il reprend la plume. C'est ça que j'ai envie de dire. Rien, ne répondez rien. Je vous sais bouleversé. Je suis moi-même bouleversé de tout ce que je vis. Alors, laissez le bavard vous dire et vous écrire. Moi, j'ai besoin de mots pour témoigner mon cœur. Et vous, contentez-vous d'être ému, comme moi, comme nous, tous les deux, pour les mêmes raisons. Partageons. Ne répondez rien. J'entends vos yeux me dire votre gratitude. Je vois vos paroles dessiner les plus belles enluminures qui décorent votre vie. Je touche la chaleur de vos pensées intimes, je savoure le goût des hormones affolées, et je sais combien vous êtes bavarde. Tout votre corps symphonise. Quel big hasard dans des formes artistiques, quel silencieux concert qui suinte de douceur, quelle délicate humeur que votre cœur ne sait pas contenir. Taisez-vous, vous m'envahissez de vos merci, de votre admiration et de vos sentiments, de vos pensées ontologiques. Continuez à discourir en onomatopée. Je les aime, je les attends. Si je savais faire, je les provoquerais, afin de les entendre et de les réentendre. Taisez-vous, contrôlez le fruit de vos paroles silencieuses. Elles sont belles et très belles et m'indisposent. Elles sont puissantes, trop puissantes. Je crains qu'elles soient
plus puissantes que les miennes. Elles sont percutantes, elles sont diablement pénétrantes. Elles me bouleversent, elles m'interpellent. Que c'est bon d'être interpellé par un flux de sincérité, par un flot de pertinence, par une vague d'authenticité. Vous savez si bien bavarder pour évoquer des sujets brûlants de notre histoire. Vous maîtrisez si bien le rythme et la syntaxe. Vos propos sont clairs, intelligiblement simplifiés, pour pénétrer et ne jamais sortir. Je me nourris de vous, du discours de vos yeux, de la chanson que fredonne votre cœur, du frémissement de chacune de vos veines, de l'harmonie de la lymphe avec le sang. Quel bonheur de savourer tout cela. Votre peau frémit et me voilà d'accord avec votre suggestion. J'entends votre chaleur réveillée de votre intime. Je sais que c'est moi qui vous inspire. Convenons-en, c'est vous qui, en expirant, m'insuffle ce tsunami qui s'ébroule quand vous respirez trop fort. L'impétrant que je suis à vos pieds pose les armes et s'encanaille. À votre service, madame, je me ferai serviteur. Adoubez-moi, s'il vous plaît, et demandez-moi de me taire. Je ferai des efforts pour vous désobéir, pour renoncer aux mots. En mettant ma main sur votre épaule, je saurai qui vous êtes. Je laisserai mes doigts suivre les courbes et les vallées, me conduire à vos reins, à vos lombes, à la plus belle des collines, et vous prenant dans mes bras, je poserai ma bouche sur votre cou, mon souffle vers votre oreille, stimulant votre cœur, et je ne bougerai plus. Ensemble, nous partagerons enfin paisiblement de tout et du rien, surtout du rien, puisque saturé du tout, de l'essentiel, là où est tout, nous y sommes. Écoutez-le nous dire. Serrez-moi bien fort dans vos bras, expliquez-moi, que faut-il entendre dans ce silence épais? Depuis si longtemps que je ne me suis pas en contact avec, ça finit par avoir créé des liens. Alors, allons-y, ensemble. Je me tais, je m'immisce en vous, et j'y reste. Voilà ce qu'il lui écrit. Merci beaucoup de votre attention. Ce livre est plein de ses poèmes qu'il écrit et de ses textes qu'elle confie. On peut manger quelque chose? Ah, chouette, est-ce qu'on peut manger? Non, vous levez le bras, non, bien sûr.